Il est maintenant temps de défaire le plus gros mensonge relié à la condition des femmes au Québec. Attachez votre tuque, j'ai une grande annonce à vous faire. L'égalité des sexes n'est toujours pas atteinte en 2018! Et cela, malgré le fait que plusieurs courageuses se sont battues durant le siècle dernier pour permettre aux femmes d'avoir plus de droits. Elles ont amené des avancées nécessaires qui font en sorte que nous pouvons maintenant vivre plus librement. Mais il reste beaucoup de chemin à faire, ça c'est certain. Il ne faut pas l'oublier, il faut en prendre conscience. Cependant, j'ai décidé de commencer le segment 3 en vous faisant un petit rappel des améliorations qui ont été faites durant le siècle dernier, pour ensuite vous parler de celles qu'il reste à faire parce que, comme je l'ai dit, c'est très important d'en prendre conscience. Dans cette optique, voici donc un petit topo des événements les plus marquants qui ont eu des répercussions directes sur toutes les filles qui habitent présentement au Québec. La fin du 19e siècle a vu naître les premiers balbutiements des luttes féministes au Québec. C'est pendant cette période que des femmes vont commencer à s'organiser et à se regrouper pour revendiquer plein de choses, notamment le suffrage féminin. Suffrage qui signifie le droit de vote dans le fond, l'obtention du droit de vote. Ça a été une lutte assez longue, assez pénible, et elles ont dû se buter contre plusieurs obstacles. On peut notamment penser à l'échange du dossier du suffrage entre les deux paliers de gouvernement, soit le fédéral et le provincial. Sincèrement, on peut comparer ça à deux enfants qui sont comme non, toi, non, fais-le toi, non, pas toi, non, qui s'ostinent vraiment. Ça fait en sorte que c'est devenu complexe d'apporter des modifications à la Constitution pour favoriser le droit de vote pour les femmes parce qu'on savait plus trop qui gérait quoi, c'était très confus, donc ça n'a vraiment pas aidé à la cause. On peut aussi penser au fait que le clergé n'appuyait pas du tout le suffrage féminin. Et il ne faut pas perdre de vue qu'à cette époque, le clergé, c'était un pilier de la société. Tout le monde était très religieux, donc ne pas avoir l'appui du clergé, mettons que ça t'avantageait pas très bien. Et aussi, c'est le fait que les partisans anti-suffrage féminin avaient plusieurs tribunes pour exprimer leur opinion ou leurs sentiments par rapport à cette cause. Ce qui a fait en sorte que des hommes comme Henri Bourassa, je pense à lui principalement, Henri Bourassa, juste une petite parenthèse vite, c'est le monsieur qui a fondé le journal Le Devoir, qui encore aujourd'hui est un journal très populaire au Québec. Par exemple, lui, il écrivait tout le temps des éditoriaux pour démolir le mouvement des femmes. C'était un homme très sexiste qu'on ne mentionne jamais dans les livres d'histoire, mais assez sexiste, oui. Donc tout ça a fait en sorte que c'était très difficile et ça a vraiment pas aidé. Le déclic, mais il y a eu un déclic, je viens de dire mon spoil. Il y a eu un déclic qui est arrivé en 1918, quand le droit de vote a été obtenu au fédéral pour les femmes en 1918. Ça a eu vraiment des grosses répercussions et je pense que la plus importante, c'est que les provinces canadiennes ont suivi le courant, dans le fond, ce qui a fait en sorte qu'en 1922, les femmes pouvaient voter dans toutes les provinces canadiennes, sauf au Québec. Les Québécoises ne pouvaient pas voter, et ça, même si le pape avait lui-même donné sa bénédiction. Je veux dire, le pape était considéré comme une des autorités les plus importantes de cette époque. Il avait donné sa bénédiction, il avait dit c'est correct que les femmes peuvent voter, et le gouvernement du Québec était complètement, pardonnez-moi l'anglicisme, poqué, là. Il voulait vraiment pas, c'était non. Donc, il faudra attendre vers la fin des années 20, avec l'arrivée de deux militantes qui ont marqué l'histoire du Québec, pour que les choses changent, pour que les choses bougent, et aussi pour éviter que le mouvement féministe québécois s'éteigne un petit peu, parce que c'était un peu ça qui était en train d'arriver, t'sais. Donc, les deux militantes dont j'ai parlé dans la phrase précédente, c'était bien sûr Thérèse Casgrain et Idola Saint-Jean. Ces deux femmes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démocratisé l'accès au droit de vote. Ils ont créé des émissions de radio et des revues, ce qui a fait en sorte que l'information s'est propagée jusque en région et tout. Donc, toutes les femmes du Québec ont pu comprendre que c'était très injuste la situation qu'elles vivaient, que le fait que tout le monde puisse voter au Canada, tout le monde, hommes, femmes, whatever, tout le monde peut voter sauf elles. Ça fait en sorte, c'est ça, que les femmes étaient plus instruites, donc peut-être plus engagées. C'était plus juste les bourgeoises, dans le fond, qui étaient touchées par cet enjeu-là. Tout le monde. Ça touchait tout le monde, mais il y en a qui n'étaient pas conscients. Et là, avec Mme Casgrain et Mme Saint-Jean, c'est devenu plus public. Et aussi, il y a eu une période de temps où, à chaque année, un groupe de femmes allait à l'Assemblée nationale pour déposer un projet de loi en faveur du droit de vote. Je veux dire, à chaque année jusqu'en 1940, c'est... Wow, vraiment, moi j'admire ça, là. Et elles se sont
elles ont fait face à plusieurs arguments misogynes, à des commentaires inappropriés, à des refus constants parce que le droit de vote a été accordé vraiment tard, tu sais. Et malgré ça, elles n'ont pas lâché. Elles ont persévéré et c'est grâce à leur détermination que le 25 avril 1940, les femmes les femmes québécoises ont enfin obtenu le droit de vote dans leur province. Ça a vraiment été une petite révolution. Ça a permis le bris d'une image très contraignante pour la femme qu'elle devait rester à la maison et être une bonne mère, une bonne épouse et ne pas donner son opinion jamais sur ce qui se passait en société. Alors que, je veux dire, nous, tu sais, mettons, nous, aujourd'hui, en 2018, on prend notre droit de vote pour acquis, mais faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs années de lutte, tu sais, de lutte acharnée pour ça, là, pour arriver ici. En 1964, Marc-Claire Kirkland-Cosgray, qui était la première femme à députer au Parlement du Québec, dépose un projet de loi qui a pour but de modifier le statut juridique de la femme mariée. Dans le fond, elle est venue amener des modifications au Code civil qui ont fait en sorte que la femme était maintenant reconnue comme un individu à part entière. Donc, on voyait plus la femme comme étant la mère ou la femme de, c'était vraiment un humain à elle seule, avec sa propre intelligence, qui était capable de décider pour elle-même. Dans le fond, c'est ça que ça apportait. Cette modification-là du Code civil a amené plusieurs changements à plusieurs articles de loi du Code, dans le fond, comme par exemple maintenant, une femme pouvait avoir sa propre profession sans avoir eu auparavant l'accord de son mari pour faire cette profession-là. Donc, ça a apporté vraiment plein de petites modifications qui étaient nécessaires, bénéfiques, parce qu'auparavant, la femme était considérée comme un mineur. C'était vraiment ridicule, complètement absurde, tu sais. Et c'est sûr que ça précise que ça change le statut juridique de la femme mariée, mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, en 1964, la plupart des femmes étaient mariées, donc ça faisait du sens de modifier ça pour elles principalement. Donc, voilà pour la modification du Code civil. En 1983, le gouvernement a instauré la loi sur les agressions sexuelles. Cette loi est venue criminaliser tout acte à caractère sexuel non désiré, c'est-à-dire sans le consentement d'un des deux partenaires. Elle a vraiment reconnu le caractère d'abord extrêmement violent d'une agression sexuelle parce que ça va sembler un peu tordu, mais si on y réfléchit bien, ça fait du sens. La logique, quand j'imagine... En fait, je recommence cette phrase. A few moments later. Une agression sexuelle, la personne qui va la commettre ne va pas nécessairement utiliser une arme telle qu'un fusil ou une matraque comme une personne qui veut faire une tentative de meurtre utiliserait. T'sais. Elle va utiliser son propre sexe comme arme, carrément. Pour agresser, elle va utiliser son propre sexe. Et dans le fond, suivant cette réflexion-là, ça a permis de changer la définition de l'agression sexuelle, ce qui a fait en sorte que le système juridique a été capable de les catégoriser et de donner aux coupables des peines, la peine qu'ils méritent. Dans le fond, ça a permis d'équilibrer tout. Par exemple, je vais vous donner juste une petite mise en situation pour vous faire comprendre vraiment que ça a quand même apporté des changements importants. Avant 1983, mettons, tu prends un couple, OK? Un couple marié. Avant 1983, si l'homme décidait que lui, à soir, ça lui tente d'avoir une relation sexuelle avec sa femme, mais qu'elle ne veut pas, mais qu'il fait pareil, donc ce qui est un peu considéré comme un viol, en fait, pas ce qui est un peu, c'est un viol, eh bien, cet homme-là ne recevait aucune peine si sa femme allait dénoncer, si elle allait voir la police dire je me suis fait agresser, j'ai dit non sans cesse, et il a quand même fait ce qu'il avait à faire malgré le fait que j'ai pas consenti à cette relation. La police allait dire pas nécessairement, tu sais, c'est une dramatisation, là. La police allait dire madame, vous êtes mariée, on peut rien faire. C'est comme si on disait à la femme t'es mariée avec un homme, fait que c'est ton devoir de remplir tous ses besoins et de combler tous ses désirs. Donc, un homme qui allait violer sa femme n'était pas reconnu coupable du tout de rien, d'aucun crime.
alors qu'un viol reste un viol, peu importe le contexte. Donc la loi de 1983 est venue changer ça. Alors, ça, tu sais, c'est des petites, ça a permis une petite avancée, mais ça n'a pas tout guéri. Parce que souvent, on va avoir des changements comme ça, des lois ou quoi que ce soit, puis on va tous se dire « Ah, oh, wow, fantastique, ben c'est réglé. » Non, non, vraiment pas. Encore aujourd'hui, une femme sur 3 a subi au moins une agression sexuelle depuis qu'elle a 16 ans. Donc, vraiment, il y a une réflexion à faire là-dessus et je vais en reparler plus tard dans la vidéo. Avant 1988, l'avortement était uniquement pratiqué si ça mettait en danger soit la vie de la mère, soit la vie de l'enfant. L'opération devait être approuvée par un comité thérapeutique qui était principalement constitué de médecins et de spécialistes. Seulement, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, 81,7% des médecins étaient des hommes. Ce qui veut dire qu'au final, c'était une personne qui n'avait absolument aucune idée de ce que la femme vivait lorsqu'elle est enceinte, qui décidait pour elle ce qui allait arriver avec son propre corps, ce qui est assez insensé qu'on y pense comme il faut. Une femme qui voulait se faire avorter pour ses raisons personnelles, qui n'étaient peut-être pas assez bonnes pour être jugée légale par le gouvernement, que ça soit peut-être parce que, mon Dieu, elle avait vécu une agression, elle était tombée enceinte par la suite, ou simplement parce qu'elle ne désirait pas avoir une grossesse à cette période-là de sa vie, devait passer par des cliniques qui étaient évidemment illégales, sauf que c'était des endroits très louches, avec des conditions d'hygiène vraiment pas bonnes, et souvent l'opération était pratiquée par des gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, donc tout ça faisait en sorte que la femme se mettait en danger en allant se faire avorter. Heureusement, en 1969, tout ça a changé quand le docteur Henry Morgan Taylor, j'ai de la misère avec son nom, désolé, a décidé qu'il ouvrait une clinique qui était illégale, mais dans laquelle les femmes pouvaient avoir des avortements sécuritaires parce que c'était un médecin, donc il savait qu'est-ce qu'il faisait, il avait les bonnes techniques médicales pour pratiquer l'opération. Évidemment, c'était illégal, donc qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est fait arrêter, il s'est fait condamner, il s'est fait emprisonner, il a subi plusieurs procès pour finalement se faire innocenter en 1988 quand la Cour suprême lui a donné raison et a décidé de décriminaliser l'avortement. Donc, ça a été une lutte assez longue, assez pénible, et ce monsieur-là, faut pas oublier qu'il s'est battu toute sa vie pour que les femmes aient accès à leur propre corps, pour que les femmes puissent décider pour elles-mêmes qu'est-ce qui se passait avec l'enveloppe corporelle dans laquelle nous sommes. Aussi pour le respect des libertés des femmes. Donc, c'est quand même, ça a été une très grande victoire à l'époque, autant pour les femmes que pour le docteur qui était sûrement très content de voir que sa lutte avait finalement porté fruit. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait penser que puisque ça a été décriminalisé, ben tout est réglé, puis on n'a pas à s'en faire et que c'est un droit acquis. Mais c'est vraiment pas le cas parce que le droit à l'avortement n'est pas un droit constitutionnel. Ça veut dire que c'est pas inscrit dans la Constitution canadienne. Donc, c'est tout le temps remis c'est tout le temps douté. C'est tout le temps quelque chose que les gens vont remettre en question. Et ça fait en sorte qu'il y a une incertitude qui plane autour de ça. On n'est jamais sûr qu'on va toujours avoir le droit de se faire avorter au Canada, même si on pourrait penser le contraire. Donc, faut pas s'asseoir sur ses lauriers et penser que c'est fait, puis merci, bonsoir. Faut quand même rester vigilant, mais c'est sûr que la victoire de 1988 a eu un grand impact sur plusieurs femmes et sur nous encore aujourd'hui. Rappelons qu'à l'époque, il était courant qu'une femme reçoive un salaire moins élevé que celui d'un homme pour un travail équivalent. Simplement parce qu'elle était une femme. C'était vraiment juste parce qu'elle était une femme, elle était moins payée. C'était vraiment ça la logique de l'époque. Mais heureusement, la loi sur l'équité salariale qui a été mise en place en 1996 est venue corriger cette façon de faire sexiste en obligeant les employeurs à mettre en place des mesures d'ajustement salarial pour donner le même salaire à tous leurs employés. Donc ça a permis de réduire la discrimination selon le sexe qui était présente dans plusieurs industries et aussi de faire en sorte que les employés connaissaient leurs droits quant à l'équité salariale. Dans le fond, les gens étaient plus informés et étaient capables d'aller revendiquer s'ils trouvaient qu'il y a des injustices et tout. Donc, ça a vraiment amené des améliorations intéressantes sur le plan juridique. Bien sûr, il y a encore du chemin à faire, comme dans toutes les causes ou presque que je vous ai mentionnées plus tôt, mais au moins, c'est écrit dans la loi, donc c'est quand même une bonne chose.